Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue citoyen, votre émission d'interaction entre les gouvernants et les gouvernés. Place aujourd'hui à l'autre moitié du ciel. L'autonomisation de la femme était au centre des engagements du président Kaboré à la présidentielle de 2015. L'accès au crédit, l'application des textes contre les violences faites aux femmes. À cela, il faut ajouter la réduction des enfants en situation de rue de 50% ou encore la réinsertion des filles déscolarisées, entre autres, 3 ans après cette élection. Que deviennent ces engagements? Nous faisons donc le point ce soir avec la ministre en charge de ces questions. Il s'agit de Marie-Hélène Laurence Marchal-Hulboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Simon. Ou bien on dit le ministre? Madame la ministre, okay. Je préfère. Donc, Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant donc de revenir à vous, permettez-moi de faire cette précision. Il faut dire que cette émission est organisée par la RTB en collaboration avec Diaconia, Codel et WaterAid. Et ce n'est ni un entretien, ni une interview. Il s'agit de dialogue citoyen, comme ça s'appelle. Il revient aux citoyens de poser des questions à l'autorité, au ministre. Et moi, je suis le modérateur. Et pour cela, c'est très simple. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages sur le hashtag presimet.bf. 3 points nous intéressent ce soir. La question des actions en faveur de la femme, premier point. Le deuxième point va concerner la solidarité nationale et la gestion de la famille. Et le troisième point, zéro corvée d'eau et accès à l'assainissement public, la part du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Et donc, Madame la ministre, concrètement, il y a des citoyens sur le plateau ici qui vont passer à tour de rôle, vous poser des questions et entre ces interventions, les téléspectateurs pourront appeler ou les internautes interagir avec vous. Voilà. Avant donc de venir à l'échange avec les citoyens et avant que la technique se mette en place, j'ai quelques petites préoccupations, rapidement. Il semblerait, Madame la ministre, nous l'avons appris, je crois, début septembre, qu'une somme importante d'argent a été subtilisée chez vous, de l'argent volé en français facile. D'abord, est-ce que c'est vrai? Si oui, comment est-ce qu'on se retrouve avec entre, je crois, 20 et 22 millions de francs dans sa maison? Bon, merci Simon de me donner cette opportunité de discuter des sujets qui préoccupent nos citoyens. Mais je ne savais pas par contre que le vol d'argent dans ma maison était un sujet qui préoccupait les citoyens. Comme c'est le cas, je vais m'efforcer de répondre assez rapidement. Vous savez... Comme c'est chez une personnalité publique? Oui, d'accord. Une forte somme, je ne sais pas combien, on dit que j'ai perdu, parce que moi-même, je ne sais pas... On parle de 20 à 22 millions. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas combien exactement ce que j'ai perdu. La chose est très simple. J'ai avec moi des aides ménagères qui sont presque mes sœurs, parce qu'il y a une qui a fait 17 ans, l'autre avait 5 ans. Donc, c'était une confiance inouïe. Donc, moi, je ne ferme rien chez moi. Et parfois, quand je vais en mission, quand je reviens, quand je finis pas mes frais, je mets les devises dans des enveloppes et puis je laisse dans le placard. Et je ne touche plus parce que je suis une personne très dépensière. Au cas où, en cas de voyage rapide, au moins, j'ai une petite liquidité sur moi. Et j'ai eu besoin de cet argent. Je suis partie trouver qu'il n'y avait presque plus rien. Il y avait beaucoup de billets. Mais sur beaucoup de billets, on retrouve à peu près 4 ou 5 billets. Même si on a dépensé, on se rend compte qu'on a dépensé. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai posé des questions à la maison. Elles ont dit qu'elles n'ont pas pris. Pour moi, tant que quelqu'un ne dit pas, tant que je ne vois pas, je n'accuse pas. Et j'ai laissé, j'ai fait exprès, j'ai remis encore de l'argent là-bas pour faire exprès. Elles ont repris. Et en ce moment, moi, je pensais, je soupçonnais une. Donc, j'ai demandé... À la police, je suis partie déposer une plainte et puis j'ai demandé de savoir, je voulais la vérité. Et j'ai demandé vraiment à ce que les choses se fassent dans les normes
judiciaire. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, la police, que sur elle-même, elle avait un équivalent de 3 500 000. C'était en euros qu'elles ont changé. C'était des billets de 50, 100, 200 euros qu'elles ont échangés. Sur leur Airtel Money et tout, elles avaient 3 500 000. Vous vous rendez compte que c'est assez difficile pour quelqu'un qui fait confiance. Moi, ce n'est pas le montant, c'est la confiance que j'avais en ces filles-là. Et moi, j'ai accusé une. Or, elles étaient toutes les deux complices. Bon, elles ont dit que Tanti donne l'argent à tout le monde, elle ne me donne pas à nous. Tanti ne compte pas son argent. Tanti ne fait pas la bagarre pour l'argent. Donc, elles ont pris. Et j'ai demandé quand même à la police de faire ça dans la dignité, parce que c'est des femmes. C'est des femmes, c'est des mères, elles ont des filles, et moi, mon combat, c'est pour aider les femmes à s'épanouir et pour aider les enfants. Amener un problème à un autre ne résoudrait pas mon problème parce que je n'avais pas à avoir l'argent. Et amener ce problème au-delà encore, c'était encore poser un autre problème. Donc j'ai dit laissez tomber. Et 2 semaines après, j'ai vu sur les réseaux sociaux que j'avais perdu beaucoup d'argent. J'ai jamais beaucoup d'argent. Elles ont pris des billets comme ça et puis elles ont échangé. Et je pense que cette quantité a été prise dans le temps. Elles n'ont pas pris une fois, c'est depuis. C'est pendant les enquêtes que les enquêteurs se sont rendus compte par rapport à l'audition, ce qu'ils ont acheté. Ils ont évalué un peu le montant. Ils ont évalué ça à 6 millions à peu près, ce qui a été perdu. Donc, elles sont venues me demander pardon. J'ai accepté, parce que celle qui avait 17 ans, je me suis dit, c'est ma soeur, si elle me fait ça. Et je suis restée avec elle encore 2-3 semaines. Après, la chose s'est passée dans les réseaux sociaux et ils disent que j'achetais son silence. Bon, du coup, je lui ai dit, en ce moment, ça devient difficile. Je suis une femme politique. Les gens ne croiraient pas que je fais ça parce que j'ai une affinité, j'ai de l'affection pour elle. Ils vont vraiment croire qu'il y a eu 22 millions, comme vous le dites, et j'achète ton signal. On ne peut plus rester ensemble. Et c'est comme ça que je lui ai demandé de rester chez elle, et puis elle est restée chez elle. Et la deuxième qui était d'ailleurs très malade. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que j'ai lu aussi. Voilà, oui, je sais, parce que moi aussi je l'ai lu. Et la deuxième aussi, entre-temps, était très malade à l'hôpital. J'ai dû envoyer de l'argent parce que je pense qu'elle a eu très peur pour la soigner. Elles vont toutes bien maintenant, mais bon, on est obligé de se séparer. Et la chose est restée avec la police. On n'est plus revenu me voir. Mais comme moi, j'ai dit que je ne voulais pas trop qu'elles subissent ça parce que je n'aurais pas eu mon argent. Elles auraient subi ça, c'est des enfants qu'elles élèvent. Je pense qu'elles ont compris la leçon. La leçon, si elles s'y mettent et puis elles ont une vie épanouie, ça serait ma récompense. Parce que moi, ce qu'elles m'ont pris, j'aurais pu leur donner si elles m'avaient demandé. Donc, c'est pas un souci. On va passer à autre chose. Surtout que, vous savez, moi, je ne viens pas du néant. Je ne suis pas venue du néant pour être ministre. J'avais une vie ici que tout le monde savait. D'accord. Donc, on n'a pas... Vous voulez dire que ce n'est pas de l'argent volé quelque part? Absolument. OK. Le deuxième point qu'on va aborder, Madame la ministre, c'est l'opération de retrait des enfants en situation de rue. C'est un engagement du président. Vous avez lancé cette opération, je crois, c'était le 10 août. Il se trouve qu'entre-temps, on vous entend lancer une quête pour prendre en charge ces enfants. Une promesse présidentielle qui n'a pas de moyens. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas allé vite en besogne? Vous savez, il faut contextualiser les choses. Quand son Excellence Roch Marc Christian Kaboré a pris les rênes de ce pays, on est arrivé où on nous a accueillis avec les attentats et il fallait réorienter les ressources, il fallait revoir notre stratégie parce qu'il y avait une donne que nous n'avons pas pris en compte pendant la répartition budgétaire. Et là, moi, vous savez qu'il n'y a que 8 mois que j'ai pris le département. En avançant, vous avez vu que le contexte sécuritaire aussi était un peu plus dense. Donc, il y a eu des régulations budgétaires par rapport au budget que nous avons déjà entrepris. Et dans ce sens, pour le retrait des enfants, il faut aussi que je souligne une chose. Le PNDS est notre repère dans les ministères. Nous avons des indicateurs sur lesquels nous travaillons. Et ces indicateurs sont allumés. C'est le plan opérationnel du programme présidentiel. Non, je veux vous dire, c'est pour qu'on puisse comprendre. On ne peut pas les dissocier comme ça. Et ces indicateurs font
réveiller et font pousser les engagements du président. Donc, le PNDS a été tiré des engagements du président. Et nous, dans le ministère... plan opérationnel. Voilà. Le plan opérationnel est le suivant. Le président du FASO s'est engagé à retirer 50% des enfants en situation de rue d'ici 2020. Et dans ce programme, nous avons au niveau du programme, programme 49 dans notre ministère, famille et enfance, où ce programme était logé, avec un budget non régulé de 180 millions que nous avons. Sur les 180 millions, il fallait faire quelque chose. Parce que si on ne faisait pas quelque chose, non seulement cet indicateur qui est de retirer les 50% des enfants n'allait pas bouger, et mieux, c'est un engagement fort du président du FASO. Troisièmement, c'est un phénomène que nous savons tous important, handicapant pour le développement de notre pays. Donc, j'ai pris sur moi le pari de commencer cette opération avec le budget, tout en discutant avec le chef du gouvernement qui était le Paul Kabatiba, son excellence, qui m'a encouragé aussi là-dessus. Et nous avons vu que c'était une opération très porteuse et dans cet élan, nous avons aussi, c'est pour dire qu'il n'y avait pas d'argent, mais nous avons regardé dans les lignes où nous pouvons laisser, prendre, amener. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que nous avons pu dépenser 200 millions sur notre budget propre sans demander recours à quelqu'un d'abord. Et nous avons, le mercredi dernier, validé en Conseil de ministres un budget complémentaire de 350 millions pour achever ce projet d'ici 2019. Avec des enfants qui vont dans les centres et qui se retrouvent le soir dans la rue aussi. Absolument. Vous savez que nous avons retiré plus de 1000 enfants et 300 femmes. Et sur ces 1000 enfants, nous avons 418 enfants à peu près qui n'ont pas adhéré à l'opération parce que pour des raisons ou une autre. Et nous avons travaillé déjà avec ceux qui ont adhéré. Ceux qui ont adhéré, nous avons une centaine qui sont repartis chez eux parce qu'on a pris aussi les enfants en situation de commerce, les petits commerces. Vous savez que dans notre indicateur aussi, la proportion des enfants de 5 à 17 ans inclus dans les activités économiques, nous voulons réduire parce que nous savons que c'est là se trouve aussi le taux de déscolarisation des enfants. Donc, on a retourné ces enfants avec les familles. Ils ont signé des engagements pour que les enfants ne fassent plus ce petit commerce. Et maintenant, les enfants qui étaient vraiment en situation de rue, ça veut dire qui dormaient dans la rue et qui faisaient tout dans la rue, nous avons à peu près plus de 215 enfants. Et ces 215 enfants, on a pu, au jour d'aujourd'hui, il y a une centaine qui a été repartie dans leur province. Ils vont aller avec les maîtres artisans qui vont les prendre en formation. Ils auront des per diem de 10 000 francs, plus un appui psychosocial pour leur famille d'accueil. Et nous savons, actuellement, nous sommes en train de négocier avec les familles parce que nous savons aussi qu'il y a une peur de ces enfants-là. Si nous voyons que l'enfant ne s'intègre pas bien dans sa famille, nous avons des familles d'accueil où nous avons nous-mêmes des internats où nous pouvons prendre ces enfants le temps de faire la médiation avec les parents pour que l'enfant soit plus accepté dans son milieu social. Parce que le rejet aussi peut l'amener encore à aller dans la rue. Et nous travaillons avec mes collaborateurs des agences sociaux et des éducateurs spécialisés pour ça. Je veux aussi dire que pour le retrait des enfants, il y a des femmes, des mamans de jumeaux que vous avez vues dans les rues. Ces mamans de jumeaux dans les rues, nous avons pu aujourd'hui signer des conventions avec elles pour qu'elles ne sortent plus avec les enfants d'abord, parce que les enfants doivent être scolarisés. Et nous avons vu avec le MENA qui a fait un travail formidable, que je veux saluer d'ailleurs, mon collègue du MENA, qui a récupéré, nous avons pu inscrire ces enfants en préscolaire, parce que c'est des enfants de 5-6 ans et au primaire. Donc ces enfants sont là et ils ont eu la place. Cette année, ils vont être scolarisés. Et nous avons accompagné encore ces femmes en appui de vivres psychosocial et des per diem de 15 000 francs pour chaque femme. Et elles vont aller en formation pour apprendre à gérer de l'argent pour les activités génératrices de revenus. Et elles sont ciblées il y a 2 semaines quand même pour ça. Donc, c'est une opération qui fonctionne très bien. Je saisis la balle au bon puisque vous parlez d'activités génératrices de revenus. Là aussi, c'est une promesse du candidat à Kaboré, renforcer l'accès des femmes au crédit. Il y a juste une semaine à 10 jours de cela, des femmes du parti au pouvoir qui se sont retrouvées à Zignari, qui continuent de réclamer l'accès au crédit. Pourquoi il est encore difficile pour les femmes d'avoir accès justement
au crédit, alors que c'est un engagement fort du président qui a d'ailleurs promis que dès la première année de son mandat, il allait travailler à cela. Oui, merci Simon de nous donner l'opportunité de discuter sur ce point. C'est vrai, c'est un engagement fort et il le sait, les femmes attendent de ça. Mais nous avons fait il y a une amélioration. Mais il faut aussi dire que, je vais être très honnête avec les femmes aussi aiment s'infantiliser. Elles sont assises, elles ne font pas beaucoup d'efforts. Nous avons beaucoup de mécanismes aujourd'hui mis en place pour les femmes, mais elles ne vont pas à l'information. Elles sont là, elles veulent qu'on les appelle. Il y a un crédit ici, allez chercher. Nous, on voudrait accompagner des femmes parce que nous avons travaillé même avec les banques de la place. L'engagement fort du président du FASO que vous devez retenir aussi pendant le 8 mars, c'était de restituer le FARF au ministère de tutelle, le ministère de la Femme. Et c'est fait. On a amené le FARF aujourd'hui, c'est un engagement respecté du président du FASO. La conséquence, c'est quoi? Parce qu'il ne suffit pas de déplacer un fonds au ministère de la Femme, mais est-ce que la femme qui est à Matiakwali ou à Brigadougou, parce que là je maîtrise mieux, elle a accès justement à ces fonds-là? Voilà, c'est ce que nous voulons faire, parce que vous savez que le ministère des Finances, c'est vrai, ils ont beaucoup de fonds à gérer. Nous, maintenant, on va avoir ce fonds à gérer et nous avons travaillé avec des partenaires financiers qui sont là, tels que la Banque mondiale, les autres banques de la place, pour augmenter la capacité du fonds et d'aller vers les zones rurales qui étaient les plus importantes. Parce que vous savez, les gens ont un peu cette mauvaise habitude de penser que la femme rurale, c'est une femme pauvre. Non, elle habite dans un milieu rural, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est pauvre. Il y a des femmes qui sont dans les zones urbaines qui sont plus pauvres que les femmes rurales. Donc, mais elles veulent aussi avoir accès au crédit et accès aux ressources. Surtout quand on sait qu'il y a l'engagement fort du président du FASO qui a été respecté sur l'aménagement des terres allouées. Les nouvelles terres allouées, on avait dit 30%, nous sommes à 46%. Et pour exploiter ces terres, il faut de l'argent. Donc, nous allons travailler à mettre en place des mécanismes pour que ce fonds puisse servir aux femmes rurales. Et donc, nous sommes en train de travailler pour le nouveau visage du FARF que nous voulons donner aux femmes. Et mieux encore, vous savez que lors des derniers TAC, les traités d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les deux présidents ont vu qu'il était important d'accompagner l'accès au crédit, l'accès aux ressources était très limité pour les femmes. Nous avons mis en place un fonds conjoint de 250 millions par pays et ce fonds conjoint a été arrimé directement au ministère technique qui est le ministère de la Femme. Donc il faut aussi maintenant que les femmes viennent nous voir et dire nous voulons ça pour qu'on les accompagne. Vous savez, mais est-ce que ce n'est pas à vous d'aller vers les femmes plutôt pour leur dire écoutez, nous avons 250 millions à votre disposition, voici les conditions d'accès pour que ces femmes puissent accéder à ces fonds aussi? Nous allons le faire. Vous savez que nous allons le faire quand tout sera OK parce qu'il y a aussi le service de communication que nous allons faire sur ce plan. Mais nous avons aussi la politique nationale genre qui a ses démembrements dans les différentes régions où nous avons mis des équipes de veille pour attirer l'attention sur la mise en œuvre de cette politique qui a aussi à son axe de l'appropriation des ressources économiques pour les femmes. Donc, nous allons prendre tous nos circuits pour informer les femmes. Mais des fois, c'est lent. Vous connaissez l'administration comme elle est aussi. Il faut aussi que les femmes prennent d'elles-mêmes aussi de venir nous demander l'accompagnement pour que ce soit plus vite. Les deux iraient bien. Nous, on va à l'information, mais les femmes aussi doivent venir et dire « Madame la ministre, nous avons besoin... » Moi, j'ai vu une jeune fille qui faisait de la tomate et tout. Elle est venue chez nous, elle a dit « Moi, j'ai fait de la tomate, puisque nous avons fait beaucoup de formations sur la conservation des produits locaux. » Elle dit « J'ai 100 ou 200 bocaux qui ne sont pas vendus et je peux vendre. » Mais nous avons mis la direction générale de l'autonomisation économique de la femme à accompagner cette fille. Et aujourd'hui, elle est accompagnée, on voit comme elle peut produire. Et c'est ce que nous voulons. Il faut aussi que les gens se disent, ce développement ne peut pas se faire sans une volonté active de tout le monde. Donc c'est ça. Pendant aussi que vous répondez à la question, nous allons inviter Madame Hortense Lougué à rejoindre cette table pour pouvoir échanger avec vous. Madame la ministre, vous pouvez poursuivre votre réponse. Voilà, donc je disais que nous, il y a vraiment cette volonté politique du chef de l'État à accompagner les femmes. Mais moi, ce que je voudrais, je vais profiter de votre plateau pour dire il faut que les femmes aussi soient volontaires. Et il faut que les femmes aussi sachent que quand elles viennent pour avoir l'accès à un crédit, qu'elles sachent que c'est un crédit, qu'elles aient un plan
un plan de développement pour leur commerce et nous allons les accompagner. Il y a des femmes aussi qui n'ont rien, qui veulent démarrer et qui ont des idées. Nous les accompagnons aussi parce que dans le ministère, nous avons la direction de l'autonomisation économique des femmes, nous avons la direction de la protection et de la promotion de la femme, qui a des techniciens pour accompagner à l'élaboration des projets de femmes, et nous avons la possibilité aussi d'accompagner sous forme de subventions certaines femmes pour qu'elles puissent commencer une activité, et après quand elles commencent, elles peuvent maintenant rentrer dans comme on appelle, la cible de prêt pour augmenter leur capacité. Donc tout ça, ça se fait dans notre ministère, mais vous savez que c'est un ministère assez costaud, mais qui est dirigé qu'avec 0,69% du budget de l'État. Donc vous comprenez que les ressources deviennent un peu difficiles, et donc même les services de communication, vous savez que c'est pas facile de communiquer, ça coûte beaucoup d'argent. Donc là, je ne savais pas. Donc moi, je vous informe, ça coûte beaucoup d'argent pour la communication. Vous avez en face de vous Madame Hortense Lougué, elle est directrice exécutive de l'association d'éveil et d'appui Poksada. Madame, vous avez 10 minutes pour échanger avec la ministre. C'est une interaction dans la courtoisie, le respect. Et puis, vous avez la possibilité de relance, en tout cas en 10 minutes. Allez-y. Ok, merci beaucoup, Monsieur Simon Bongo. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Madame. Merci de l'opportunité qui nous est offerte pour échanger avec vous. Ma première question va comporter 2 volets. La loi sur le quota genre est dans un processus de relecture depuis un moment. Oui. Question cruciale pour nous les femmes. Où en est-on d'abord avec le processus de relecture et quels sont les changements majeurs qui sont prévus? Parallèlement à la relecture de la loi, lors du Forum national des femmes le 8 mars dernier, Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a pris l'engagement devant les femmes et les filles du Burkina Faso de nommer 30% de femmes au prochain remaniement ministériel. Vous avez suivi, ça a été très très salué, mais nous ne voulons pas qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour profiter de la relecture de la loi sur le quota genre pour insérer la question des postes nominatifs? À défaut, oui, Madame la ministre, comment consacrer cela dans un texte qui survive au-delà de l'engagement du président? Merci. Je connais bien votre association qui travaille beaucoup pour les jeunes filles. Donc, je vous félicite déjà pour cette initiative qui nous aide beaucoup dans l'atteinte de nos objectifs à la prise en compte des jeunes filles. Il faut dire que la loi sur le quota genre a un problème difficile à gérer parce qu'il faut la participation de tous les acteurs. Et les partis politiques ont du mal à vouloir relire cette loi parce que nous avons demandé l'élément majeur, c'est que nous avons demandé une liste zébrée ou bien une liste alternée, comme vous voulez, cette liste alternée, que ce soit sur la liste des titulaires, que la liste des suppléants et la liste nationale, qu'elle soit une liste zébrée, une liste alternée. Et même qu'il n'y ait pas un titulaire et un suppléant du même sexe. Et vous savez comment sont les partis politiques. Ils se disent qu'il y a certaines zones où on ne va pas trouver de femmes. Et je vous dis aussi, je suis une femme, je suis politique. Il y a parfois de la réticence au niveau des femmes pour plusieurs raisons, soit qu'elles ont peur de l'adversité, soit qu'elles ont peur soit surtout pour le manque de moyens, parce que vous savez que faire la politique, c'est beaucoup d'argent. Donc, elles ne sont pas autonomes. D'où la nécessité aujourd'hui de travailler à autonomiser les femmes et à les éduquer. Quand cet indicateur monte, automatiquement, les femmes vont aller d'elles-mêmes. Donc, si aujourd'hui, on en fait une loi, vous savez, les lois sont là pour être enfreintes par des gens, parce qu'il y a des lois, même pire que ça, les gens enfreignent des lois. Donc, nous sommes en train de négocier. Actuellement, cette loi va passer à négocier avec les parlementaires, parce qu'il y a une commission tripartite entre le gouvernement, la société civile et l'Assemblée nationale. Et je vois que c'est l'Assemblée nationale même qui a pris en charge cette loi. C'est la commission, comment ça s'appelle, caucus genre, le caucus genre de l'Assemblée nationale qui a porté cette loi. Et nous sommes en train de discuter avec le MATD pour
l'introduit. Mais le problème, c'est que maintenant, les sanctions, c'est le rejet pur et simple de la liste. Et c'est ça qui fait peur aux partis politiques. Donc, nous devons encore renégocier. Et ça, c'est une négociation. Il faut que les femmes aussi sachent qu'en politique, c'est l'art de savoir négocier et l'art aussi de la pression politique qui devrait prévaloir. Madame la ministre, nous voulons que vous profitez de cet art de négocier là pour faire introduire la question des postes nominatifs. Parce que nous avons beaucoup lutté également. Malheureusement, actuellement, nous n'avons pas eu gain de cause. Vous savez, je suis ministre aujourd'hui. Vous savez que c'est pas caché que je suis très engagée pour la promotion de la femme. Mais vous savez, les postes nominatifs aussi, il y a des critères dans l'administration. Nous ne pouvons pas, par exemple, moi, si je dois nommer un directeur ou un conseiller, il me faut des femmes qui connaissent mon secteur, qui soient dans mon département. Parce que vous savez aussi qu'il y a les syndicats. Vous amenez quelqu'un d'ailleurs, dit non, pour quand vous l'avez amené, il y a la compétence dedans. Et il faut que les femmes à l'interne acceptent cette compétition. Il y a une part de responsabilité des femmes. Je suis là-bas aussi, je vois. Il y a des femmes qu'on appelle pour nommer, elles disent, ah, moi je préfère laisser comme ça parce que après je vais m'amener à beaucoup voyager. Madame la ministre. Non, je vous dis ça parce que moi j'ai ce problème. Il faut que nous avons aujourd'hui l'opportunité de dire aux femmes de s'assumer. Donc il faut qu'elles s'assument aussi. Elles vont s'assumer. Voilà, il ne faut pas qu'on fasse l'infantilisation des femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un discours dit il faut mettre les femmes. Moi, je suis d'accord pour qu'on mette les femmes. Mais il faut que les femmes soient d'accord pour être positionnées. Aujourd'hui, moi, j'ai fait ce même discours que vous. Je suis maintenant ministre de la femme. Et je voudrais faire ce plaidoyer avec tous mes collègues ministres. Mais je vous avoue que parfois, les plus compétentes dont on veut parler là, elles ne veulent pas de ces postes. Madame la ministre, nous souhaitons que l'engagement du président soit concrétisé. Comment on peut y arriver? Comment on peut y arriver? Premièrement, comme ce que je vous ai dit, c'est permettre aux femmes d'avoir une bonne éducation. L'éducation, l'accès à l'éducation. Il faut qu'on forme beaucoup plus nos femmes. Je parle du texte. Non, le texte, vous savez, moi, personnellement, je ne suis pas pour les textes. Les obligations n'ont jamais essayé quelqu'un de faire. Il faut que la chose se fasse d'elle-même. Pour qu'elle se fasse d'elle-même, il faut des préalables. Il faut que les femmes elles-mêmes soient autonomes. Il faut que les femmes elles-mêmes s'assument. En ce moment, ce n'est pas une histoire de... Vous savez, l'article 1 de notre Constitution dit les Burkinabés laissent libres et égaux. Ce n'est pas une question de compassion que de demander de mettre les femmes. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'équité et de justice. D'accord. Claire. Donc je suis d'accord dans ce sens. Mais il faut dire aussi qu'il y a deux volets. Le volet texte, où nous avons pris beaucoup de textes qui protègent les femmes. Mais qu'est-ce qu'elles en font de ces textes? Je vous donne simplement les violences faites à l'égard des femmes. Il y a combien de femmes battues ou qui ont des problèmes qui vont porter plainte pour le conjoint? Il n'y en a pas beaucoup. Justement, c'est... Donc, en fait, c'est pour que je vous dis, ça, c'est des textes qui sont là pour une interaction. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Ça, c'est des textes qui sont là pour elles. Mais elles ne les utilisent pas. Excusez-moi, Madame la ministre, oui. Ça fait l'objet de ma deuxième question. Oui. Comme vous le savez, nous avons depuis septembre 2015, le 15 septembre 2015, une loi programme, une loi, la loi 061, portant prévention, répression, réparation des victimes, et réparation des violences faites aux femmes et aux filles, et prise en charge des victimes. Absolument. Cette loi prévoit la mise en place de structures spécialisées, des juges spécialisés, des centres d'accueil spécialisés, et des facilités pour que les femmes puissent avoir, par exemple, un certificat médical et des moyens pour qu'elles puissent dénoncer et soutenir un procès. Jusqu'à l'heure où je vous parle, et cet observatoire qui doit être mis en place, ou ce décret qui doit permettre que ce dispositif soit mis en place, n'est pas encore pris. Où en est-on avec le décret qui fait partie de cette loi et qui doit être pris et jusque-là qui n'est pas encore pris? Et quelles sont les mesures que vous prenez pour lever les contraintes dont je viens de parler? Vous savez qu'il y a une étude SIGI qui a été faite sur les discriminations faites à l'égard des femmes sur lesquelles nous sommes en train de mettre en œuvre. Mais il est important de dire que la mise en œuvre de la loi VEF, les violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles, est difficilement applicable. Il faut être objectif.
Pourquoi? Parce qu'il nous faut des centres dans tous les commissariats. Ça coûte de l'argent. C'est ce que je vous dis actuellement. Il faut ça. Il faut des tribunaux spécialisés pour ça. Il faut la formation des acteurs de la chaîne judiciaire. Tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Et actuellement, c'est pour ça que je dis, nous ne pouvons pas sortir d'un contexte. Il faut contextualiser nos choses. Et actuellement, la seule chose qui nous manque pour mettre en œuvre toutes les choses, c'est les ressources. Et aujourd'hui, nous avons entrepris de relier cette loi pour la rendre plus opérationnelle. Et la relecture est en cours. Mais actuellement, nous avons mis en place le centre d'accueil des femmes victimes de violences basées sur le genre. Ce centre est fonctionnel. Il faut maintenant un autre centre à Bobo où nous sommes en train de mettre le paquet pour ouvrir ce centre. Madame la ministre, nous voulons des centres dans les 13 régions du Burkina. Absolument. Comme les femmes aussi ont demandé des unités de production dans les 13 régions, nous sommes en train de faire. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que nous voulons le faire. Mais ce qui nous manque, et je vous ai dit, et je vous répète, je fonctionne avec un budget de 0,69%. Justement, j'en viens, c'est ma troisième question, la question du budget. Je sais que le ministère de la Femme a un faible budget et ça fait partie des engagements du président, de son Excellence, Monsieur le Président du FASO lors du forum, qui a pris l'engagement d'augmenter le budget. Actuellement, c'est la session des budgets. Qu'est-ce que vous avez fait pour que, en 2019, on ne soit pas là encore en train de parler de suffisance de ressources et d'allocation au ministère? Vous savez, je vous ai dit encore que nous sommes dans un contexte difficile. La question de la femme aussi est prioritaire. Mais voilà, je vous renvoie à quelque chose. Tout le monde veut qu'on donne l'argent aux forces de défense et sécurité pour s'armer, pour s'équiper. Personne n'a jamais dit donner l'argent aux femmes pour qu'elles puissent être épanouies, pour qu'elles puissent aider ses enfants, pour qu'il y ait moins de radicaux, pour qu'on ait moins de kamikazes. Personne, c'est ce que je vous dis. Donc là, nous, on a travaillé et le budget sera augmenté. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse augmenter le budget comme moi je le voudrais. Parce que vous souhaitez combien, Madame la ministre? Vous savez, je voudrais qu'on augmente mon budget d'à peu près, je suis à 0,69%. Je voudrais, si j'ai un budget de 1,50%, je pourrais faire beaucoup de choses. Mais même ça, c'est difficile parce que vous savez que nous avons des revendications syndicales où nous devons respecter nos engagements. Nous avons une armée que nous devons équiper parce que pendant 30 ans, elle est restée comme ça. Nous avons besoin de ressources, de répartir nos ressources. Donc du coup... Vous devez respecter également vos engagements par rapport à la question femmes. Vous savez, je suis d'accord. Il n'y a pas pire défenseur de la femme que moi. Tout le monde sait ça au Conseil des ministres. Mais il faut que nous soyons réalistes. Moi, je suis une femme qui est réaliste, qui fait avec ce que j'ai. Actuellement, je ne peux pas demander à mon gouvernement où nous voyons nos enfants mourir sur les fronts et dit il va mettre un budget un peu plus sur la sécurité et que je fasse une pression politique ou bien une pression aux femmes. Non, je pense qu'il faut... étape par étape, avancer. Oui, la dernière question, c'est un des autres engagements de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, lors du forum, qui s'engage à octroyer la technologie aux femmes des 13 régions. C'est très attendu. Où en est-on pour qu'en 2020, nous puissions faire le bilan? Oui, pour ça, rassurez-vous, nous avons fait un bilan de 3 milliards jusqu'en 2020 pour l'équipement. Mieux, pendant le 8 mars, vous avez vu que nous avons innové, où nous avons impliqué les parrains des régions qui émanent de la Chambre de commerce. Et ces parrains ont accepté, et je vais profiter de votre plateau pour remercier la Chambre de commerce, pour mettre des unités de production dans les 13 régions, des petites unités. C'est mieux que les technologies, parce que les technologies, nous voyons qu'elles sont vite dépassées. Et ces unités seront gérées par notre département avec un planning pour que chaque association puisse venir produire et conserver au fur et à mesure. Et bientôt, nous avons la journée internationale de la commémoration de la journée internationale de la femme rurale, patronnée par le chef de l'État qui a voulu lui-même patronner cette activité parce que combien il sait que la place de la femme rurale dans notre économie, et nous
allons poser la première pierre de cette unité à Manga avec le parrain. Donc vous voyez, nous faisons un plaidoyer. Nous savons que les ressources de l'État ne suffisent pas. Nous sommes obligés de développer des stratégies pour aller prendre des ressources ailleurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pour les technologies, je vous rassure que le chef de l'État respectera cet engagement. Merci à vous, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. Madame Hortense Lougué, vous êtes de l'association donc pour cela et vous êtes venue échanger avec la Madame la ministre sur les actions en faveur de la femme. Madame la ministre, on va prendre une question sur la plateforme puisqu'il est possible que les téléspectateurs interviennent sur la plateforme présumée donc. Tao Ali du Centre, bonsoir Madame la ministre. La conciliation entre la garde des enfants et le travail des femmes est aujourd'hui une grande préoccupation au point que le 8 mars dernier, les femmes ont soulevé la question. Quelle est la politique actuelle du ministère en matière de la promotion des crèches? Absolument. Ça, c'est une question très pertinente qui me préoccupe au niveau personnellement, parce que je suis d'abord pour le bien-être de l'enfant, pour l'allaitement maternel exclusif. Je suis pour ça, de 0 à 6 mois, je voudrais que toutes les femmes puissent allaiter leurs enfants parce que c'est très porteur. Moi, je l'ai fait, j'ai vu les bienfaits, les bénéfices de cet allaitement. Il est important que nous soulignions que nous avons l'intention avec des partenaires de mettre des crèches dans les services. Il est important que les femmes qui travaillent, nous savons que quand elles travaillent et puis elles sont en sécurité, en sachant que leur enfant est en bas où elles peuvent avoir 1 heure dans le travail, aller descendre, allaiter l'enfant, elles sont plus productives. Et on gagne aussi dans l'éducation de cet enfant qui va être après un citoyen. Donc nous allons travailler. Vous savez que je vous ai toujours dit, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un contexte difficile où les gens font de la diversion pour qu'on n'arrive pas à nos objectifs. Mais nous sommes focalisés sur l'objectif. Nous allons travailler à mettre des crèches en place. Actuellement, il y a des crèches, mais c'est peu suffisant. Le ministère des Finances, il y a des crèches, mais ce n'est pas assez. Nous allons développer. Il n'y en a pas au ministère de la Femme. Si, nous avons des crèches, mais... Parce que ça doit commencer peut-être par... Oui, nous avons des crèches. Donner l'exemple aux autres. Absolument. Nous avons des crèches, mais vous savez que l'utilisation même déjà des crèches, elle peut le déclic dans la tête des mamans. Elles ont plutôt envie de faire garder leurs enfants par quelqu'un à la maison que d'amener l'enfant à la crèche. Et ça aussi, c'est des techniques que nous travaillons à sensibiliser les femmes. Nous avons des CAED, des centres d'accueil d'enfants en détresse où nous pouvons donner un espace pour nos jeunes mamans. Mais nous pensons vraiment que c'est un sujet sur lequel nous allons beaucoup travailler. C'est peu travaillé, je suis d'accord avec vous, mais c'est un sujet qui nous préoccupe. Nous allons privatiser un peu par l'exemple. On va prendre une autre question sur la plateforme. Voilà, Monsieur Sanajali du Centre, je lis bien le nom. Certains services déconcentrés ne répondent pas aux normes de confidentialité ou sont dans les bâtiments de fortune, malgré l'existence de réserves administratives pour certains. Quelle efficacité un service mal loti et mal accompagné peut vous aider à atteindre les objectifs nobles du ministère? Il a raison. De votre ministère notamment. Le monsieur a parfaitement raison. Parce que moi, j'ai fait le tour de mes services déconcentrés. C'est vrai que mes agents sont à saluer. Parce qu'ils sont dans des conditions exécrables où ils sont 3 ou 4 dans des bureaux où vous savez que le service social, c'est les gens qui viennent pour vraiment une confidentialité. Et puis c'est privé, ils ont besoin d'être dans un environnement bien. Mais nous avons entrepris maintenant, là, on a identifié avec le petit budget qu'on a, certaines directions provinciales, nous allons refaire les bâtiments. Donc vous savez, les procédures sont longues, il faut des passations de marché et tout. Mais il y a des bâtiments qui vont être refaits et nous osons espérer avec le budget 2019, essayer de faire le maximum de bâtiments pour que les agents puissent travailler. Vous savez, je vais profiter aussi de votre plateau pour féliciter mes agents. Vous savez, depuis 8 mois, nous avons fait beaucoup de choses, ce qui m'a valu d'ailleurs ma venue ici parce que je pense que les gens étaient intéressés. C'est un travail d'équipe et ils le font avec rien. Nous n'avons pas de fonds communs, nous n'avons rien. Mais c'est des gens qui prennent des enfants dehors, deux fois c'est tard, ils les amènent chez eux
pour les mettre en sécurité. Il y a un volet sur les enfants, donc... oui, non, en fait, c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas d'indemnité pour aider ces personnes à prendre en charge tout ça. Mais nous allons travailler parce qu'il y a la remise à plat des rémunérations, des systèmes de rémunération de l'État. Donc, il faut que nous soyons juste et équitables avec tous les travailleurs. Donc, nous pensons que les travailleurs du service social devraient être à la hauteur de leur travail. Ils font un travail formidable. Des cas sociaux eux-mêmes. Eux-mêmes, bien sûr, absolument. Nous sommes des cas sociaux, ça c'est vrai. Mais nous travaillons pour la patrie. Nous allons prendre une autre question sur la plateforme. Monsieur Tendamba, donc du Centre S, Madame, puisque vous préférez la ministre, donc on va dire Madame la ministre, le protocole d'intervention en milieu ouvert est le seul document de référence national en matière de retrait des enfants. Cette question vient peut-être un peu plus tôt de la rue. Les professionnels le savent. Cependant, quelles sont vos prérogatives à partir du moment où vous travaillez en désaccord avec ce protocole? Je vous ai dit tantôt que les textes, c'est bien, mais nous évoluons. Il y a des textes qui sont obsolètes. Il faut les revoir et nous n'allons pas attendre. Vous avez vu ce phénomène comme il était à Ouagadougou. Depuis que nous avons commencé, vous avez vu déjà l'impact dans nos rues. Nous n'allons pas attendre de relire ces textes avant de travailler quand on sait que ce phénomène est important et c'est un problème sécuritaire aussi. Donc, je suis d'accord avec lui, mais il faille dire que le président du FASO s'est engagé à retirer 50% des enfants en situation de rue et cela devrait être au-delà des textes tout en relisant les textes, nous pouvons faire les deux. Ce n'est pas incompatible. Donc, je pense que nous n'en ferons rien. C'est fait dans la dignité de l'enfant avec des experts. On va revenir là-dessus. On va prendre une téléspectatrice au téléphone. Elle s'appelle Tanti Rebecca, puisque je parlais de Bérigadougou tout à l'heure. Elle aussi, elle est à Bérigadougou. Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Ok, ma première question, c'est d'abord dire merci à l'émission aussi à Madame le ministre. Et ma première question s'adresse d'abord aux enfants que Madame est en train de retirer, que le ministre est en train de retirer, et les enfants de la rue. Mon problème c'est quoi? Et ma question c'est quoi aussi? Est-ce que si le ministère travaillait avec les structures qui se battent pour ces enfants de la rue, qui se battent pour ces enfants en situation difficile, cela n'allait pas être encore beaucoup plus simple, puisqu'on a vu que quand elle a commencé le travail, entre-temps, elle a demandé le soutien. Mais si elle avait vraiment... Maintenant, ma deuxième question, ça concerne le fonds des femmes. Et le crédit alloué aux femmes, chaque fois nous savons qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent pour les femmes. Mais est-ce que dans son ministère, si nous partons pour une audience, elle va nous recevoir d'abord le transport, si on calcule, c'est compliqué. Pourquoi ne pas travailler avec les directions sur place et aussi faciliter l'accès des femmes au crédit? Parce que pour avoir un crédit, c'est un parcours combattant. C'est difficile, c'est compliqué. Moi, je suis à Bériga. On a compris la question, ce qui se passe. Oui. Vous voulez dire vraiment qu'il faut déconcentrer les structures de financement des femmes? Non, même si c'est fait, mais les conditions sont tellement difficiles que c'est compliqué pour nous les femmes. D'accord, merci. C'est nous qui sommes en brousse. Merci, merci. En tout cas, vous êtes en brousse à Bérigadougou. Oui, merci beaucoup. Madame la ministre. Merci pour les compliments. Vous savez, les enfants en situation de rue, il y avait ces ONG qui travaillaient avant que nous travaillions. Ils étaient là, donc on n'a pas vu l'impact. C'était trop peu. Et nous avons été interpellés. De les impliquer, en fait. Non, on les implique. Ils sont impliqués. Nous avons des enfants qui sont dans les structures déjà maintenant.
des structures privées, d'ONG. On a mis des enfants là-bas aussi, ils travaillent dedans. Il n'y a pas de souci. Et même à la longue, cette stratégie va être reversée aux collectivités locales. C'est les mairies qui vont faire. Parce que l'objectif, c'est de faire des centres d'accueil de grande capacité, Ouaga et Bobo, en plus de ce que nous avons, et de les reverser aux collectivités locales. Ce n'est pas le rôle du ministère de faire ça, mais nous sommes leaders et nous devons tracer la route et après remettre ce relais pour que les gens continuent tout en surveillant et pour que les choses se fassent bien. Donc, c'est un début. Et moi, je serais très heureuse de recevoir les ONG qui travaillent là-dedans parce que j'ai des soucis. Il y a des moments où nous voulons placer des enfants et tout. Donc, vous savez que le chiffre est assez costaud et je serais heureuse de discuter avec eux. Nous avons travaillé avec des ONG qui travaillent dans ce sens. Ils sont là encore. Donc, il y a même, nous avons plus de 77 enfants qui vont travailler dans nos centres d'accueil à l'INEFPRO, à FADA et puis à Orodara. Nous avons 77 enfants qui sont un peu plus difficiles parce qu'avec la conciliation, c'est difficile. Ils vont rester dans nos centres à l'internat. Mais il y a d'autres enfants qui vont avec les maîtres artisans où ils pourront avoir des séjours si la conciliation n'est pas faite avec les parents, avec ces centres assez privés. On en a parlé tout à l'heure, donc voilà. On va passer à la deuxième question. Bon, par l'accès au crédit, nous savons, c'est la croix et la bannière, ça c'est vrai. Mais l'accès au crédit répond aussi à certaines normes. Donc, que nous ne pouvons pas déroger. D'où la nécessité de mettre des mécanismes de facilité. C'est pour ça que nous avons ramené le FARF avec nous, pour mieux permettre aux femmes d'avoir accès au crédit. Et maintenant, pour l'utilisation du FARF, nous allons travailler avec les techniciens pour aller dans les zones rurales. C'est ce que dit pour aller voir Tanti et Rebecca, pour faciliter l'accès au crédit à ces femmes. Parce qu'il est important que les femmes puissent avoir accès au crédit. Et nous savons ça, nous allons travailler là-dessus. C'est un peu lent, c'est vrai, mais nous pensons à travailler dessus. Nous avons vu des partenaires parce qu'actuellement, le FARF est à peu près à 10 milliards. Il faut le doubler, même le tripler pour répondre aux besoins. Il y a beaucoup de femmes qui veulent. C'est pour ça qu'il y a de l'argent, mais ça ne suffit pas. La demande est plus importante que l'offre. Donc, c'est ça. Mais nous allons travailler à vraiment aider les femmes à pouvoir accéder au crédit. Mais pour ça aussi, c'est pour ça ce que je vous dis, il faut avoir un bon plan, il faut être éduqué, il faut avoir des ressources, un backup. C'est ce qu'on savait dire, ça veut dire un support. Mais par l'entregriffe des femmes de brousse, de milieu rural, on va être un peu plus gentil. Comment une femme qui vient justement du milieu rural peut avoir un plan d'affaires bien structuré pour pouvoir déposer et bénéficier d'un financement? Nous avons nos services pour ça, nos services déconcentrés dans les provinces. Si elles se rapprochent les services là, ils peuvent monter des projets. Nous montons des projets pour les femmes. Il faut qu'elles nous demandent aussi. Nous montons des projets pour les femmes. Il y a Cécile, excusez-moi parce que je n'ai pas le nom de famille, Cécile qui nous appelle de Coupéla. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Ministre. On vous voit souvent dire à la télévision que vous allez aider les femmes et les jeunes. Moi-même, j'ai fait une demande de 1 million. On m'a appelé dire que l'État n'avait pas beaucoup d'argent. Ils ont dit qu'ils vont nous donner 100 000 chacune. Et depuis lors, je n'ai pas eu les 100 000. C'était cette question que je voulais vous poser, Madame la Ministre. Réponse. Oui, merci Cécile. Vous avez parfaitement raison. Mais le projet d'autonomisation des jeunes et des femmes n'est pas animé à mon département. Donc, mais je pense qu'il y a le service du Premier ministère qui s'occupe de ça sera, s'il vous l'a dit, c'est que peut-être ils n'ont pas de ressources, ils donnent des ressources à d'autres personnes et vous n'êtes peut-être pas venu à temps, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est que nous aussi au ministère on accompagne. Faites-moi une demande, Rebecca, je verrai ce que je peux faire pour vous. C'est Cécile, hein? Ok. Et Cécile, faites-moi une demande parce que nous aussi, nous avons des petits budgets pour accompagner des femmes. Il y a des femmes qui sont venues à nous, hein? On les a accompagnées. Et bon, après, on peut, l'anonymat aussi, la confidentialité de la chose, je ne peux pas dire leur nom, mais il y a des femmes qui sont venues et on les a accompagnées. Mais toutes les femmes ne peuvent pas frapper à la porte de Madame la Ministre aussi. Non, c'est vrai que je suis très occupée, mais elles peuvent écrire et je reçois tous les écrits et je demande. Est-ce qu'il ne faut pas, ce que je veux dire, peut-être trouver des stratégies pour les soulager au lieu Non,
services déconcentrés travaillent. Moi, je ne sais pas pourquoi, parce que si ils n'ont pas accès à nos services déconcentrés qu'ils nous disent, mais mes directeurs, mes directions provinciales travaillent. S'ils vont demander de l'aide là-bas, mais il faut que les gens aillent demander de l'aide. Moi, je ne sais pas sur quelle base on va leur donner 100 000. Son projet, moi, mon problème, c'est ça. Tu ne peux pas demander 1 million et on t'appelle pour te donner 100 000 pour faire quoi? C'est pas possible. Moi, je voudrais peut-être comprendre un peu plus, parce que nous avons des procédures où on peut subventionner quelqu'un qui commence un projet. On dit, bon, les 100 000, ce n'est pas un prêt, c'est une subvention pour que vous commenciez votre activité. Donc, ça dépend si c'est un prêt ou une subvention. Mais ça m'étonnerait fort bien que quelqu'un demande un prêt de 1 million et qu'on l'appelle pour dire, on va donner 100 000. Ça ne rime à rien. Donc, je voudrais bien peut-être comprendre un peu plus pour répondre à cette question, mais je pense pendant ce temps, nous allons inviter M. Urbain Yameogo donc à prendre place. Il va échanger avec vous, Madame la Ministre, sur la question de la solidarité nationale et la gestion de la famille, et notamment justement cette question de retrait des enfants en situation de rue, qui revient avant même qu'on aborde. Monsieur Yameogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gongo. Alors, vous êtes donc président du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Tout à fait. Vous avez 10 minutes dans la courtoisie pour échanger avec Madame la Ministre. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. Et merci à Diaconia et à ses partenaires de nous donner l'occasion d'interagir avec vous dans le cadre de cette émission-là. Alors, j'ai une première question qui ne sera pas une question nouvelle pour vous. Elle concerne donc la révision du Code des personnes de la famille. Vous savez, le Burkina Faso a entamé depuis au moins 2012 un processus qui devait aboutir donc à la révision du Code des personnes de la famille qui date de novembre 1989. Un avant-projet de loi a même été validé le 19 février 2016 et le projet est attendu de tous les acteurs du développement, notamment ceux qui s'investissent dans la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est véritablement avec ce projet de loi portant Code des personnes de la famille et quand peut-on espérer la transmission du projet à l'Assemblée nationale? Honnêtement, je voudrais que je vous dise que c'est une colle, mais je sais qu'avec mon collègue de la justice, il y a cette loi même qui a été révisée, elle est même sur le point de venir en conseil pour l'amener à l'Assemblée nationale. Mais il y avait des priorités aussi. Vous savez, je vous ai toujours dit que c'est le contexte. Il y a le code pénal qui a été relu. Vous savez très bien que nous avons relu le code pénal, c'est passé. Et il y a la loi VEF 61 que nous avons fait passer et le Code des personnes de la famille. Il y a des discussions sur certains points. Vous savez très bien avec moi que... Et quels sont les points qui font blocage, véritablement? Parce qu'on a besoin de comprendre en réalité, parce que selon les informations donc, qui nous reviennent, le projet même est passé en Conseil des ministres et a été retoqué. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui bloque? Non, vous savez, si c'est passé, c'était pas où j'étais pas. Je suis là qu'il y a 8 mois, hein, donc je veux quand même rappeler cela. C'était pas à ma présence, mais je pense que une loi, il faut dire d'abord, une loi est là pour nous départager en cas de non-attente. Une loi ne doit pas être restrictive ou exclusive. Elle ne devient plus une loi. Donc, il est important que si le Code des personnes de la famille, il y a des points de non-accord, il faut aller renégocier. Parce que le plus important, ce n'est pas d'adopter les lois, c'est d'accepter ces lois. Parce que quand on accepte ces lois, il est plus facile que le juge de lire le droit. Donc, il est important que les points qui fâchent dans le Code, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce domaine parce que qu'il soit bon que ces acteurs rediscutent pour qu'on ramène le Code des personnes. Mais je vous assure que nous allons travailler dans ce sens parce que nous voulons aussi les femmes, des avantages où on reconnaît le mariage coutumier, où le mariage dans les mosquées et tout est reconnu. Comme les avortements par exemple? Je ne sais pas si l'avortement n'a jamais été dans le débat du Code des personnes de la famille. Je pense que l'avortement n'a jamais été un sujet d'engagement du président du Faso ou du judiciaire par rapport à ça. Je pense qu'au Burkina Faso, l'engagement, c'est pour les 4 conditions et on va s'arrêter là. Non, c'est pas ça. C'est surtout pour le bien-être de la femme au foyer et le bien-être de la femme pour qu'on exploite
n'exploite pas les femmes. Parce que nous voyons aujourd'hui... D'accord, on va avancer parce que vous n'avez que 10 minutes, alors qu'on a un j'ai une deuxième question qui concerne donc l'accès des personnes vivant donc, avec un handicap donc, à l'emploi. Et vous savez, c'est une question importante. Le Burkina Faso a ratifié en 2009 la Convention relative donc, aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Et le candidat Roch-Marc Christian Kaboré a pris l'engagement de favoriser l'accès à des emplois adaptés à au moins 50% des personnes vivant avec un handicap. Et dans le PNDS, vous avez récidivé donc en prenant l'engagement de porter la proportion d'étudiants en situation de handicap bénéficiant d'un appui spécifique de 11% à 50% en 2020. Que d'ambition, je suis tenté de dire. Et pour vous y encourager, le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels donc des Nations Unies a recommandé que le Burkina Faso puisse adopter des mesures spéciales temporaires en faveur donc, des groupes défavorisés et marginalisés, y compris effectivement les personnes vivant avec un handicap. Quel bilan pouvez-vous faire à mi-mandat au regard donc, des engagements qui ont été pris à la fois pendant la campagne, mais aussi dans le cadre donc, du PNDS? Je suis très heureuse de cette question parce que jamais un gouvernement n'a autant mis l'accent sur cette cible qui est l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. D'abord, nous avons pu avoir ce forum national sur les personnes vivant handicap parce que c'était une première au Burkina, ça a été réclamé jamais. Et pour tenir un forum, pour tenir un forum, il faut des discussions préalables. Il y a eu des forats dans les régions, dans les provinces avec les personnes, les cibles concernées. Et à cela, nous avons un indicateur chez nous qui est de pouvoir mettre un répertoire par commune des personnes vivant avec un handicap pour aller les chercher et pouvoir les insérer. Et dans ce sens, nous avons ce répertoire est fonctionnel et nous enregistrons avec ces données par la délivrance aussi des cartes d'invalidité. Vous savez que les cartes d'invalidité permettent aussi à ces personnes d'avoir accès à beaucoup de choses. Et en plus de cela, nous avons aujourd'hui demandé, par exemple, le ministère de l'enseignement supérieur, nous avons des bourses pour des personnes vivant avec un handicap. Mais pour ça, il faut que ces personnes vivant avec un handicap fassent une enquête sociale et que nous, on donne pour que ces personnes puissent aller. Et ça travaille je reviens encore, pour l'accès au bâtiment, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les yeux. Nous avons loué des maisons pour ces personnes, pour ces étudiants qui sont fonctionnels, qui sont à côté de Ouagadougou. Donc, vous étiez fixé une cible intermédiaire, un indicateur donc de 31% en 2018. Aujourd'hui, où en est-on? Vous savez, j'ai toujours dit, quand je préparais l'émission, pour dire, il ne faut pas que nous allons dans mon département avec des résultats quantitatifs. Il faut aller sur la qualité. Parce que, un, nous n'avons pas assez de ressources. Deux, on parle d'homme. L'homme, ce n'est pas un chiffre. L'homme, c'est... On peut prendre plus de... On a besoin quand même des chiffres aussi pour... Absolument, je suis d'accord avec vous. Nous avons mis des mécanismes en place. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes vivant avec un handicap qui ont eu besoin d'aller faire des études supérieures? Déjà même, la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive vient d'être fonctionnelle aujourd'hui. Parce que le handicap n'était même pas pris en charge à l'école primaire. Les gens en avaient peur. Et l'instituteur qui a un enfant en situation d'accueil dans sa classe ne sait pas comment prendre en charge ces enfants. Mais tout ça est fait. Mais tout ça est fait. Peut-être de faire le programme du président du Faso ou de construire, j'allais dire, le PNDS, peut-être que ça ne s'est pas véritablement appuyé sur, j'allais dire, la réalité du terrain. Non, je suis désolé de vous dire non, c'est la réalité, mais je vous ai toujours dit, il faut contextualiser. Tout ça, ça demande des ressources. Ça demande de l'argent pour former. Ça demande dans les curricula, là. Vous savez, ça dépend du handicap. Le handicap moteur, c'est le handicap le plus facile à insérer. Mais nous avons des handicaps visuels, nous avons des handicaps auditifs. Donc, il faut du matériel adapté pour ces gens. Et ce matériel coûte cher. Vous savez, comme nous, déjà même, les enfants normaux dont on parle, déjà coûtent cher. Maintenant, en plus, il faut des ressources. D'où la nécessité vraiment entre griffes, de rationaliser ou d'être plus ou moins tolérant. Mais ce qui est sûr, nous avons mis une politique en place chez nous au niveau du département pour autonomiser déjà les adultes qui sont là pour prendre en charge leur famille. Donc nous avons cette ambition, vous pensez, de faire passer de 2,2% à 50% des personnes actives
des handicapés actifs. Et pour cela, nous Il vous reste 3 minutes. Et pour cela, nous avons beaucoup travaillé avec les projets et cette cible. Avec votre permission, je vais aller à ma troisième question, qui est liée à la prise en charge donc, des personnes âgées. Lors des élections de 2015, le président du FASO avait promis la prise en charge gratuite des cas de paludisme chez l'enfant, la femme enceinte et les personnes âgées, et surtout de renforcer les conditions de prise en charge sanitaire et d'épanouissement des personnes âgées dans l'optique de la réduction des inégalités. Passer l'euphorie des campagnes et à mi-mandat, quel bilan faire de la politique nationale de solidarité et notamment à l'endroit de ces personnes âgées, étant donné que nous avons célébré il n'y a pas si longtemps que cela, la journée internationale donc, des personnes âgées. Oui, je les ai reçus d'ailleurs, l'association des personnes âgées. La loi est passée, il faut le décret d'application. J'ai commencé à rédiger le décret d'application. On a même amené dans mon bureau, mais j'ai vu qu'elle était insuffisante parce que ça ne prenait même pas en compte les factures d'électricité. Vous savez que quand on a la retraite, il y a les indices. J'ai demandé à négocier avec l'ONEA et la SONABEL pour permettre à ces personnes d'avoir l'indexage selon leur âge à la retraite et leur solvabilité. Et nous avons demandé en plus de cela le transport, parce que nous savons que quand on est à la retraite, on veut se déplacer, on va aller au village, on veut même quitter le pays et tout. Et nous sommes en train de négocier avec les transporteurs et les compagnies pour avoir une faveur à ce niveau. Et pour ça, ça demande des discussions. Si nous faisons un décret d'application et nous ne tenons pas compte de ça, ça ne servirait à rien. Et aujourd'hui, nous avons pu 500 personnes âgées, je les appelle doyens, ils veulent qu'on les appelle doyens, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils ne veulent pas personnes âgées. Les doyens, on a pu aider 500 doyens à des activités qui puissent leur permettre d'être plus fonctionnels. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avec votre permission, une dernière question liée donc à la lutte contre la traite des personnes et en particulier donc des enfants. Oui. Je ne vous apprends rien. Vous êtes la présidente du Comité national de vigilance et de surveillance. Oui. Et nous savons aussi que ce comité est en léthargie, aussi bien au niveau central qu'au niveau des démembrements. Qu'entendez-vous faire pour redynamiser ce comité et ses démembrements afin de lutter efficacement contre le phénomène de la traite des personnes et en particulier la traite des enfants, qui rentre aussi dans la dynamique même de sortir des enfants de la rue? Absolument, c'est une composante de ça. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que le dernier TAC, nous avons mis ça même sur la table, sur le traité pour la traite des enfants, la traite transfrontalière des enfants. On l'a remis au prochain parce qu'il fallait vraiment normaliser les textes. Je sais qu'il y a des insuffisances dessus. Vous savez, tout est prioritaire et parfois, il y a des choses qui nous échappent. Ça, il faut être honnête pour le dire. Mais les enfants restent une priorité chez nous. Et nous avons le comité en place, nous avons des experts au niveau de notre cabinet, mes conseillers techniques qui travaillent sur ce domaine. Nous travaillons avec les acteurs judiciaires et des frontières pour vraiment nous signaler les cas d'enfants qui quittent notre territoire. Aujourd'hui, aucun enfant, même en colonie de vacances, ne peut quitter le territoire burkinabé sans une autorisation du ministère. Donc nous travaillons vraiment fortement avec les services concernés pour que nous puissions limiter la mobilité de nos enfants dans notre espace. Okay. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous, Monsieur Urbain Yaméogo, d'être venu sur ce plateau et félicitations pour vos questions. Merci, Monsieur Yaméogo. Nous allons vous rejoindre et vous inviter à rejoindre donc votre place. Madame la ministre, on va prendre un téléspectateur au téléphone, Monsieur Rasmane Nikiema qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir et nous vous écoutons. Voilà, bonsoir, Madame la ministre. Je m'appelle M. Nikiema Rasmane Thomas Mann, effectivement, j'appelle de Ouaga. Ma question ce soir, c'est les grossesses vraiment non désirées. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue que vous luttez pour les retirer dans la rue. Et en même temps, il y a d'autres qui continuent d'engrosser les filles et qui ne reconnaissent même pas souvent des enfants ou souvent qui n'ont pas de moyens même de soutenir les mamans. Parce que moi-même, je suis président d'une association où j'ai eu 4 cas et il y a 3 semaines, j'ai passé à la radio Horizon FM avec Laetitia Ouedraogo pour parler de ça. Et quelles mesures le gouvernement compte prendre vraiment pour punir les gens qui continuent à faire ça. Parce que si les femmes ne sont pas éduquées, je pense que même s'ils font une famille, comment éduquer à leur tour leur famille.
Et si dans notre pays, Burkina Faso, il y a le coutume et qui fait que beaucoup de gens ne veulent même pas les femmes, qu'elles soient éduquées, il y a certaines religions qui ne veulent même pas l'éducation des femmes. Mais s'il n'y a pas de mesures sincères et efficaces contre les gens qui vraiment qui continuent d'enceintrer les enfants de 15, 14 ans et qui refusent de prendre les prendre en charge. Il y a aussi un problème de les tests d'ADN. Est-ce que le gouvernement comprend subventionner le test d'ADN pour permettre les familles pauvres sans un monsieur ni qui puisse faire test d'ADN, s'il est l'auteur, qu'on puisse les associations les accompagner devant la justice. Voilà ma question pour ce soir, Madame la ministre. Madame la ministre, s'il vous plaît, nous allons demander à tous ceux qui appellent d'écouter ce que nous disons aussi sur le plateau et de poser succinctement la question pour permettre à l'autorité, à Madame la ministre de répondre aux questions. Alors, les grossesses non désirées. Oui, Monsieur Nikema, je suis contente que ce soit un homme qui pose cette question parce que les grossesses non désirées, c'est toujours, l'origine c'est les hommes, parce que même si quand la femme elle est enceinte, elle veut bien, mais c'est l'homme qui l'abandonne pour que ça soit difficilement supportable pour la femme. Vous savez, nous avons mis des mécanismes en place pour aider les femmes, les jeunes filles à se prémunir des grossesses non désirées. Il y a la BBF, où on peut aller demander à se mettre sous méthode contraceptive. Et l'association pour ça est là et c'est qu'elle vit ça au quotidien. Mais il est important de dire, moi je ne suis pas pour les lois répressives. Il y a des lois, c'est vrai. Mais il faut que les gens comprennent que aller à une relation sexuelle avec une fille, même si c'est une fois, ça peut aller à une grossesse. Il faut se protéger. Nous avons un besoin aujourd'hui de couverture de planning familial de 22%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, il faut que nous puissions aujourd'hui, l'État, satisfaire ce besoin. Je pense que le ministère de la Santé travaille sur ce domaine. Et nous avons parlé un peu dans les curricula de l'éducation sexuelle pour faire comprendre ces choses à ces jeunes garçons surtout, parce que les femmes sont sensibilisées, c'est les jeunes gens qu'il faut aujourd'hui sensibiliser sur leurs responsabilités face à aller à une relation sexuelle avec les femmes, avec une fille. Donc on va pas se fatiguer, on ne va pas se lasser de toujours dire aux jeunes garçons, c'est bien beau d'aller draguer, mais il faut assumer et il faut se protéger. C'est vrai, il faut un langage de vérité et il faut une sensibilisation sur les hommes, parce que c'est clair que parfois les femmes sont un peu plus... comme on dit, elles sont victimes plutôt de cette chose et c'est elles qui travaillent. Mais nous avons mis des mécanismes en place pour aider les femmes, les enfants dans les centres, on recueille les filles déscolarisées ou non scolarisées enceintes. Nous avons des centres d'accueil au niveau de notre ministère où nous accueillons les CAED, les centres d'accueil d'enfants en détresse. Nous avons des jeunes filles enceintes là-bas qui accouchent et qui restent avec leur bébé. On leur donne des formations pour qu'elles puissent travailler et après elles travaillent et puis elles s'occupent de leur bébé. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. Pour ce qui est de la loi, je pense que le code pénal aussi a inscrit un peu ça, surtout pour les instituteurs qui s'adonnent à ça. Je pense que c'est sévèrement puni maintenant. Donc nous avons travaillé à cela. Le code pénal le punit. Je pense que je ne vais pas dire des bêtises parce que je ne connais pas la peine. Ça va au moins jusqu'à 10 ans hein, et à l'exclusion de l'enseignant déjà pour ça. Mais maintenant, vous savez, dans une relation consentante, comment on peut punir quelqu'un ? La seule chose, c'est de pouvoir prouver que l'enfant est de quelqu'un et maintenant la justice va l'obliger à s'occuper de l'enfant. C'est ce qu'on peut faire. Mais dans une relation consentante, on ne peut pas punir quelqu'un. Ce n'est pas possible. Madame Laurentine Ouedraogo de Ouagadougou, qui a deux questions pour vous. On va demander à Madame de poser succinctement les questions pour nous permettre, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui veulent poser des questions comme vous. Bonsoir. Bonsoir, Madame la ministre. Je vous appelle en fait parce que je voudrais savoir pourquoi la gestion du fonds commun genre est confiée à une structure privée. La deuxième question concerne la légalisation, ou la transcription à l'état civil des mariages religieux
à propos de la révision du code des personnes et de la famille. En sachant que le droit commun est la monogamie bien commun, est-ce que vous ne pensez pas que autoriser la transcription des mariages religieux ou coutumiers fragilise les droits de la femme en la plaçant sous des régimes incertains, quand on sait que selon la religion, la monogamie la monogamie n'est pas la règle, et que dans les familles, dans le mariage coutumier, il y a également les règles qui sont notamment, par exemple, le létira et des choses comme ça, qui peuvent être dramatiques. La transcription à l'état civil des mariages m'inquiète. Qu'en pensez-vous? Merci à vous, Madame la ministre, pour la réponse. Oui, Madame Ouedraogo-Laurentine, merci pour cette question. Fonds commun genre et société privée, je pense que c'est des choix que nous faisons parce que l'administration ne peut pas être engagée en toutes choses. Nous savons que c'est plus opérationnel, c'est plus rapide. À l'époque, c'était un choix fait. Maintenant, si ça ne marche pas, nous pouvons réviser comme nous avons révisé pour le FARF qui était au ministère des Finances, qui est revenu chez nous. Donc, il faut évaluer et puis voir si ça marche ou ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas seulement... pourquoi ça? C'est parce que je pense que les privés étaient plus opérationnels et plus rapides. Donc, nous savons les procédures au niveau de l'administration sont très lentes. Mais si vous pensez que ce n'est pas fonctionnel, on peut faire une évaluation et puis revoir comment on peut la rendre plus opérationnelle. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, par rapport au mariage religieux, et je vous ai dit de dire tout à l'heure que les femmes, parfois, c'est difficile. Voilà un cas, par exemple. Madame n'est pas très d'accord pour la transcription des mariages religieux, tout en sachant que le droit commun est la monogamie. C'est vrai. Mais le mariage reste consentant. Parce qu'aucune femme ne va être obligée d'aller faire enregistrer son mariage si elle ne veut pas. Aucun homme ne va aller enregistrer son mariage sans le consentement. Déjà, il y a ça. Ne prenons pas des exceptions pour en faire des généralités. L'exception reste une exception. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes mariées, coutumièrement ou bien religieusement, qui ne peuvent pas aujourd'hui succéder ou hériter de leur conjoint qui n'est plus. Vous pensez que c'est légal? C'est pas normal? Nous avons un cas aujourd'hui où une femme était mariée à un monsieur, 25 ans de mariage. Ils ont adopté un enfant. Mais, comme ils ne se sont pas mariés civils, aujourd'hui, la succession pose problème parce que les ayants droit, les ascendants, les frères et tout, ne veulent pas que la femme vienne prendre cet héritage parce que, bon, c'est comme d'habitude. Mais nous ne pouvons pas aider cette femme parce que nous n'avons pas de documents officiels pour venir à soi. Donc, nous sommes obligés de passer par la négociation pour dire... Ils ont fait 25 ans ensemble, ils ont quand même un enfant et tout. Et nous négocions. Des fois, si ça ne marche pas, nous prenons un avocat, mais ce n'est pas sûr que même avec l'avocat, la femme puisse gagner quelque chose. Pourtant, si ce mariage était enregistré, cette femme aujourd'hui serait couverte. Donc, il ne faut pas avoir peur des exceptions et puis pénaliser d'autres personnes. Donc, c'est ce que je voudrais que cette dame comprenne, que même dans le droit civil, il y a des femmes qui sont mariées pour la monogamie, mais aujourd'hui, leur mari veut prendre une deuxième femme. Ça devient un problème. Soit elles acceptent, soit des fois on la divorce pour marier l'autre. Donc ça devient encore un cas social. Donc il faut que les gens comprennent que le mariage c'est un consentement de deux personnes. Donc quand ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas mariage. Donc il faut que les gens prennent leurs responsabilités et disent aujourd'hui si je dois me marier, voilà, je veux la monogamie, je veux la mairie ou je veux coutumier, mais que le droit permette à chaque femme d'avoir accès à la légalisation de son union. Ça, c'est ça qui devrait prévaloir sur toute autre chose. Toute union doit être légalisée et légale. Et moi, je suis pour cette adoption. Bon, vous voyez pourquoi ça n'a pas été adopté? Parce qu'il faut encore renégocier. Nous allons prendre une question sur la plateforme. On va découvrir la question ensemble de M. Paul Nikiema qui nous écrit de la région du Sahel. Enfant de la rue, Madame, quelles sont les causes de la présence de ces enfants dans la rue? Pourquoi ne pas s'attaquer aux causes? Croyez-vous que ces enfants avaient mieux à faire à la maison? Bon, c'est plusieurs questions à la fois, mais on va s'arrêter là, beaucoup plus sur les causes et pourquoi justement ne pas s'attaquer aux causes. Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Il y a beaucoup, moi je dirais, il y a une démission des parents.
Parce que vous savez que l'adolescence reste un moment difficile pour les parents. Et les gens pensent parfois que c'est la précarité des parents. C'est faux, la pauvreté n'a jamais amené son enfant dehors. C'est le manque d'autorité et le manque de patience avec nos enfants. Parce qu'il y a parfois où c'est vraiment, il faut être patient et puis être autoritaire. Et ça, c'est la vraie cause. Mais il faut, pourquoi ne pas s'attaquer aux causes? C'est vrai, on s'attaque aux deux. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de s'attaquer aux causes quand on sait qu'il y a déjà d'autres dehors. Il faut retirer ceux qui sont dehors et sensibiliser les parents par rapport à leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Donc nous faisons les deux. Même dans notre procédure de retrait, nous avons au préalable discuté avec les maîtres coraniques. Vous savez qu'il y a beaucoup aussi qui viennent des foyers coraniques, comme des beaucoup qui viennent d'ailleurs. Il y a des foyers coraniques qui nous ont dit, le parent, il vient, il donne son enfant pour l'enseignement religieux, il disparaît. L'enseignement est gratuit, mais l'enfant n'est pas gratuit. L'enfant mange, il doit s'habiller et tout. Il faut que les parents comprennent qu'un enfant, ça coûte de l'argent. Donc, quand ça coûte de l'argent, il faut travailler à pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Il y a des parents même parfois qui disent à leurs enfants d'aller demander pour venir nourrir la maison. Il y a des cas comme ça des enfants qui sont là-bas. Il y a des enfants en situation de rue, il y a des enfants qui ne dorment pas dans la rue. Ils sortent et la nuit, ils rentrent. Le matin, ils viennent. Mais parfois, quand ils sont pris dans un cercle vicieux avec des groupes, ils ne rentrent plus. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Et c'est là, maintenant, ça devient un peu plus difficile. D'où la nécessité vraiment des parents de s'impliquer sur l'autorité parentale. Aujourd'hui, dans notre pays, l'autorité parentale a... la troisième invitée à rejoindre notre plateau. Allez-y, Madame la ministre. L'autorité parentale a un peu quitté notre pays. Il faut que les parents reviennent prendre leur bâton de parents. Parce que le parent reste le parent et l'enfant l'enfant. Donc, c'est comme ça. Donc, il faudrait qu'on redéfinisse les normes. Alors, donc, vous avez en face de vous, Madame la ministre, Madame Claude Béatrice Sawadogo. Elle est de l'association des sages-femmes. Elle va aborder avec vous notre troisième point, zéro corvée d'eau et accès à l'assainissement dans les services publics, la part de votre ministère. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 10 minutes Merci. Pour échanger avec Madame la ministre. Merci à vous. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame Sawadogo. Et merci pour votre disponibilité à répondre à nos préoccupations. Comme il l'a signifié, ma première préoccupation a trait à l'accès à l'eau potable. Et le président Roch-Marc Kaboré a promis que d'ici 2020, aucune femme ne devrait encore souffrir pour la collecte de l'eau potable pour elle et pour sa famille. C'est ce qu'il a appelé objectif zéro corvée d'eau et qui se traduit par 100% de taux d'accès à l'eau potable. Il y a que la réalité est que l'objectif ne semble pas être atteint au regard de ce qui se passe tous les jours. Et on a même des cas assez malheureux dans les régions où des femmes ont dû marcher sur l'ONEA parce qu'elles ont fait 3 mois, 6 mois. Il y a le cas récent de Waïouia où des femmes de certains secteurs de la ville de Waïouia disent avoir fait plus de 3 mois sans voir une goutte d'eau sortir de leur robinet. Et Madame la ministre, ma préoccupation est que votre ministère semble être silencieux, ou pas vraiment trop engagé pour l'atteinte de cet objectif plutôt, qui est pourtant salutaire pour la femme. Et je voudrais comprendre pourquoi ce silence. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quelle est la contribution de votre ministère à l'atteinte de cet objectif? Merci Claude pour votre interpellation. Nous semblons être timides, c'est vrai, mais nous ne sommes pas timides. Vous demanderez à mes collègues en conseil, ce n'est pas le cas. Mais nous sommes un gouvernement, donc nous sommes responsables des uns et des autres. Je suis comptable aussi de ce qui se passe à Waïouia, aussi bien sur le plan haut et sur les autres plans. Nous sommes solidaires et comptables de tout ça. Je regrette vraiment que cette situation soit arrivée aux femmes de Waïouia parce que nous savons que l'eau, c'est la vie. Il n'est pas
possible de vivre sans l'eau. Mais il faut comprendre que nous sommes en train de faire des travaux. Et des travaux, ça demande aussi beaucoup de désagréments. Vous avez dit, il semble, c'est cette sensation que les gens ont, que les 0 corvée d'eau n'est pas atteint. Aujourd'hui, si je prends les statistiques que le ministère de l'eau m'a envoyées, en 2017, en zone rurale, nous sommes à 66%. En zone urbaine, nous sommes à 91,7%. Et sur une couverture nationale, nous sommes à 73%. C'est beaucoup. Oui, surtout, madame, non, en fait, c'est pour vous dire... Vous avez dit tout de suite ici que vous ne vous fiez pas trop aux chiffres. Non, c'est ce que je dis. Vous êtes sûr que la répartition géospatiale de tout ce que vous dites là permet effectivement, parce qu'il ne suffit pas de concentrer tout ce que vous dites là quelque part, et à quelque part d'autre, une femme doit faire, je ne sais pas, et même 10-15 km. Voilà, 10-15 km. Et même à Ouagadougou ici, quand on prend les périphéries, Samba, Nagaré, on voit comment les femmes souffrent. Elles doivent se lever à 3 h du matin pour espérer avoir de l'eau avant 6 h, avant d'aller au travail ou bien d'aller au... Surtout quand elles sont mères. Oui, surtout quand elles sont mères. Donc, vos chiffres, ils sont bien, mais dans la réalité, est-ce que l'implantation, comme j'ai dit, géospatiale de ces infrastructures-là permettent effectivement à toutes les femmes burkinabées d'espérer avoir 0 corvée d'eau d'ici 2020? Je pense que l'espoir est permis. Pourquoi? Parce que nous avons fait une répartition spatiale pour permettre la réduction des distances. Parce que le 0 corvée d'eau a quand même une notion. C'est la réduction des distances, la même chose que l'accès aux services de soins, des distances des femmes, la pénibilité. On ne veut plus qu'une femme passe plus de 3 à 5 km pour aller chercher de l'eau. Avant, c'était des kilomètres et des kilomètres. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Ça peut être en face de votre maison, mais si vous devez peut-être vous lever à 3 h pour avoir accès aussi... Absolument. D'où la nécessité de multiplier ces sources d'eau pour permettre une fluidité à l'accès. Nous sommes conscients de ça. Mais je vous ai toujours dit, il faut contextualiser tout notre événement. Nous sommes venus aux commandes avec un contexte d'insécurité incroyable, plus jamais connu. Les gens vont penser, ils vont nous dire l'insécurité à bon dos. Oui, il a bon dos, parce que s'il n'était pas là, aujourd'hui, on pouvait être jugé normalement. Toutes les ressources allouées sont redistribuées. Et vous savez que pour faire de l'eau, il faut de l'argent pour aller faire les pompes. Il y a des pompes qui sont gâtées, il faut les réparer, il faut les entretenir. Mais je pense que cette option de 0 corvée d'eau d'ici 2020 est tenable. Madame la ministre, je n'y crois pas, parce que pour vous accompagner avec les chiffres, l'année passée, en 2017, on avait un objectif de 73,1% d'atteinte, d'accès à l'eau potable. 73% pour 73,1%, le taux d'accès à l'eau potable. National? Oui. L'année dernière? 2017. Et 2018, on est à 73,4%. Une progression de 0,3%. Si on fait un calcul mathématique, 2020, c'est dans 2 ans. Même pas, 2 ans. Et chaque année, s'il faut ajouter de 0,3, on suppose qu'en 2020, on sera à tout au plus 74, alors que vous nous avez promis 100%. Je suis d'accord avec le problème de ressources, mais c'est une promesse, c'est une promesse, c'est une promesse. Vous étiez conscient... Non, je suis d'accord que vous puissiez éveiller notre alerte pour dire que nous sommes en retard sur ce programme, ce qui est vrai. Mais je pense que nous avons un mandat jusqu'en 2020. Il faut nous donner au moins ce crédit de faire ce bilan en 2020. Et vous savez que ce qui est bien quand on demande des objectifs, même quand on va à l'embauche, il ne faut pas donner des objectifs petits. Ça n'a jamais été l'effort. Si aujourd'hui on pouvait, quand je dis on, le président du FASO, nous sommes solidaires de lui parce que nous l'avons accompagné et nous croyons qu'il est possible de le faire. Si on nous avait dit 80% d'accès, aujourd'hui on ne serait pas là en train de discuter. Je pense qu'il est un président du FASO. Il a demandé le suffrage universel, on lui a accordé. Je pense qu'il va arriver. Ce qui est sûr, il faut que vous rappelez que 67% de la population ne croit pas à l'atteinte de cet objectif.
c'est un chiffre que j'ai tiré de l'enquête Présimètre de juin 2018, où 67% de la population... Il vous reste 5 minutes. Voilà. Mais vous savez, je close ce qui est sûr, je vous rappelle, je vous interpelle, nous sommes loin du chiffre promis et beaucoup de citoyens ne croient pas à l'atteinte de cet objectif. Si ça peut vous interpeller. Ma deuxième préoccupation a trait à l'assainissement. Le taux d'accès aux toilettes publiques, je ne vais pas tourner pour le dire, est très catastrophique. Catastrophique en ce sens que dans les services publics où il n'y a pas de toilettes, ou s'il y en a, c'est dégueulasse, excusez-moi le terme, pas très gentil, ou les cas où il y a des rares toilettes qui sont entretenues, c'est simplement fermé à l'usage exclusif peut-être des responsables. Des responsables ou à la limite les gens du service. Un visiteur n'a pas accès aux toilettes. Donc, du coup, ça m'amène en tant que sage-femme à vous faire comprendre que pratiquement les consultations que nous recevons des femmes en gynéco, nous avons plein d'infections urinaires et les facteurs favorisant les infections urinaires, c'est la rétention des urines pendant longtemps. Parce qu'on va voir des femmes qui vont retenir leurs urines du matin jusqu'au soir, parce qu'il n'y a pas un lieu pour se soulager. Si ce n'est pas une infection urinaire, c'est une infection gynécologique pour celles qui n'ont pas pu retenir leurs urines et qui étaient obligées d'utiliser les toilettes pas propres. Et bon, ma préoccupation, Madame la ministre, c'est vrai que ça concerne tous les ministères, ça concerne toutes les parties, mais votre ministère étant transversal, parce que dans tous les ministères, il y a des femmes qui sont sous votre tutelle et leur bien-être vous incombe. Je voudrais comprendre qu'est-ce que vous faites envers vos collègues ministres, parce qu'on ne vous demandera pas de venir construire. Il vous reste 2 minutes. Voilà, donc, des latines partout. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos autres collègues pour avoir une synergie d'action afin de rendre les toilettes publiques accessibles aux femmes et pour éviter ces maladies et pour leur rendre leur dignité, Madame la ministre. Madame Claude Béatrice, merci vraiment pour cette interpellation. Ça, c'est un gros défi. Je vous dis tout de suite, c'est vrai. C'est très vrai ce que vous dites. Si parfois les toilettes existent, c'est qu'elles ne sont pas appropriées. Même si elles sont appropriées, elles ne sont pas, comment on dit, séparées, parce que normalement les toilettes des femmes devaient être séparées des toilettes d'hommes parce que c'est des endroits assez intimes. Et c'est la même chose pour l'accès des bâtiments aux personnes vivant handicap. Longtemps, les gens n'ont pas pensé à ça dans la prise en compte des bâtiments que nous avons. Aujourd'hui, tous les départements ministériels, les bâtiments qui vont être faits par notre gestion et les bâtiments réaménagés doivent inclure les toilettes femmes, hommes et avoir même une personne qui s'occupe de la salubrité de ces toilettes. Ça doit être fait. Ça, c'est un défi et vous faites bien de nous interpeller parce que nous allons y veiller. Mieux, interpellation, c'est un peu dans ce sens. Voilà. Mieux, l'accès, voilà. Écoutez peut-être ma troisième intervention pour me répondre en même temps. L'accès aux toilettes publiques est avant tout un combat de femmes. Parce que, en plus des préoccupations qu'elles ont en commun avec les hommes, il y a la gestion des menstrues. Absolument. Voilà, qui est très propre à la femme. Vous avez insisté tout de suite sur l'éducation de la femme, sur l'éducation de la jeune fille. Et en termes de chiffres, il y a une étude menée en 2013 qui nous dit qu'on a 21% de jeunes filles qui abandonnent l'école à leur période de menstru. Voilà. Je voudrais comprendre, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut espérer voir Madame la ministre de la promotion et de la femme plutôt, de la famille, aux côtés de son homologue de l'éducation nationale qui fait déjà voilà, quelque chose
pour ces jeunes filles-là, est-ce qu'on peut espérer vous voir aussi dans une opération assez musclée comme ce qu'on a vu dans le retrait des enfants de la rue? On peut espérer vous voir vous impliquer dans ce combat pour que les jeunes filles n'abandonnent plus les classes à cause de leur menstru. Oui, très bien. Vous savez que nous avons déjà travaillé, je pense que c'était avec WaterAid sur WaterAid sur la gestion des menstrues des enfants. Et le MENA, vous savez, le ministre Stanislas Waro, il fait un formidable travail à ce niveau parce que les nouveaux bâtiments construits seront dotés de toilettes hommes, femmes et pour aider les femmes à gérer les filles à gérer leurs menstrues. Et les écoles même existantes devraient aujourd'hui se doter de toilettes pour permettre aux jeunes filles de pouvoir mieux gérer leurs menstrues. Ça, nous travaillons avec lui et nous serons à ses côtés vraiment pour faire ce plaidoyer et faire ce contrôle. Vous inquiétez pas parce qu'il fait... Oui, nous avons déjà travaillé. On nous a vu surtout sur cette plateau pour ça. La ministre, on va prendre une question sur la plateforme pendant que nous invitons le public à évaluer la prestation de Madame la ministre. Sur la plateforme, Monsieur Lai Koyo du centre propose cette question. Madame la ministre, je voudrais savoir quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour résoudre le problème de coupures fréquentes d'eau dans nos services de santé, surtout nos maternités, car nous savons que la qualité des soins rime avec la disponibilité d'eau. Vous savez, je suis parfaitement d'accord. Moi, personnellement, j'ai fait 2 mois sans eau aussi, parce qu'on faisait des aménagements, les adductions, les conduits d'eau. Je pense que mon collègue de l'eau nous écoute et il sait très bien qu'il ne va plus dormir parce que comme je me suis engagée à ses côtés, donc on va travailler à vraiment... disponibiliser l'eau, surtout sur les centres de santé. Parce qu'il est important que ces endroits soient vraiment protégés par tout le monde. Donc, je pense aussi, parfois, il faut nous interpeller. On a beaucoup de choses à faire et il y a des choses qui passent entre les mailles. Ça aussi, il faut être objectif et le dire. Et parfois, il y a des choses qui passent par les mailles et nous sommes interpellés là. C'est bon de le savoir. Nous allons encore travailler 2 fois plus pour répondre à vos attentes. Surtout dans le plaidoyer pour ce qui vous concerne. Absolument. Alors, avant de donner la parole à Adama Coulibaly, merci à tous ces invités qui sont passés échanger avec vous. Mention spéciale en tout cas pour la qualité des questions et les recherches assez fouillées. On ne le dit pas assez, mais c'est vous qui faites cette émission et ce soir, vous avez été à la hauteur. Merci en tout cas. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Vous avez la parole pour donc... évaluer ce que nous avons fait depuis 90 minutes. Bien, merci. Bonsoir, Madame le ministre. La ministre. Madame la ministre, bien que je sois puriste. Au terme de cet exercice, donc, le pôle de vérification a pu faire quelques constats. Donc, tout d'abord, quand on considère les engagements du président à vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a pas de résultats palpables sur le terrain. Donc, accès des femmes aux technologies, quota genre ou encore zéro corvée d'eau tout à l'heure. Et donc, ça, c'était les observations qu'on a eu à faire. Cependant, on note que vous avez lancé un ambitieux programme qui est le programme de retrait des enfants de la rue. Donc, nous vous félicitons pour cela. Et pour finir, on note que vous avez évoqué beaucoup d'aspects, mais sans donner chiffré. Donc, vous l'avez dit, Madame le ministre, vous préférez la qualité à la quantité. Mais les chiffres ont cet avantage, justement, d'être plus concis et plus précis. Et sans doute ce que les téléspectateurs voudraient savoir pour mieux apprécier vos différentes actions sur le terrain. Et donc, pour votre prestation de ce soir, Madame le ministre, le pôle de vérification vous a attribué la note de 5 sur 10. Donc, le public est ici aussi et vous a noté. La note du public la moyenne du public est de 7 sur 10. Donc, si on fait la moyenne des deux, vous avez, Madame le ministre, 6 sur 10. Merci. Alors, il faut dire que la note ne concerne que votre prestation
sur ce plateau, je le répète à chaque émission, Absolument. on n'a aucune possibilité de noter vos actions sur le terrain. Nous avons juste demandé à ce public qui est là, que je ne connais pas d'ailleurs, je ne suis pas non plus intervenu pour attribuer la note, c'est leur dire de vous écouter pendant 90 minutes et de savoir est-ce qu'ils ont été convaincus par ce que vous dites. Vous avez ici, au-delà de la moyenne, donc félicitations, et réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. Vous savez, quand je suis venue, j'ai dit qu'il faille prendre la qualité des choses. Pourquoi? Parce que j'ai des chiffres ici que je peux vous donner. Mais le besoin ne reflète rien par rapport à ces chiffres. Nous avons un exemple simple de 40 000 personnes répertoriées vivant avec un handicap. Et nous avons l'ambition de rendre plus actifs 50% de ces personnes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 000 personnes vivant avec handicap gérées et dans des activités génératrices de revenus. Vous allez me dire aujourd'hui que les chiffres, si je vous donne ces chiffres, ça ne vous parle pas. Mais allez sur le terrain et voyez la qualité de vie de ces personnes qui peut impacter positivement sur beaucoup d'autres. Donc, c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc, et pour vous dire aujourd'hui que je suis très contente de ma note parce que la note reflète notre département qui est un département très méconnu de tout le monde et que personne ne pensait d'ailleurs même penser que nous faisons tout ce travail. On le fait en silence. Parce que restructurer un homme détruit demande beaucoup d'argent, mais beaucoup de dons de soi. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez comprendre que nous travaillons à restructurer les hommes, nous travaillons à rendre les hommes dans leur dignité et répondre aux besoins des gens. C'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, si nous pensons que ça a été fait, moi je suis contente. Merci. Je vous remercie pour les notes. C'est la deuxième meilleure note que nous avons eue dans cette émission, donc c'est déjà pas mal pour vous. La plus forte note ayant été 7, Adama Coulibaly le confirme. Je dois vous remercier pour avoir accepté, repousser un voyage. Vous deviez être depuis hier en Tunisie. Vous avez exceptionnellement accepté de venir à cette émission et repousser le voyage. En tout cas, merci. Je peux dire quelque chose là? Oui. Ce que je sais que beaucoup ne retiendront pas cette note. Ce qu'ils retiendront, c'est que nous nous donnons pour aider les autres. Et c'est ce que les gens doivent savoir, qu'aujourd'hui, la solidarité nationale devrait prévaloir sur toute autre chose. D'accord. Je dois dire avant de terminer que Présimet et cette émission, naturellement, Dialogue citoyen, et l'ensemble du Présimet a été reconnu par les Nations Unies comme bonne pratique. Vous étiez dans la salle d'ailleurs, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où le Présimet a été acclamé devant le secrétaire général des Nations Unies. C'est une satisfaction pour nous et puis pour l'ensemble de la nation parce que ça n'a pas été simple. Nous avons essuyé des coups, des critiques aussi, mais quand on apprend effectivement que le monde entier applaudit ce qui est fait dans ce domaine, et félicitations à tous ceux qui ont conçu. Nous disons merci aux téléspectateurs qui nous font confiance et qui appuient ce programme Présimet. Merci à tous de nous avoir suivis, toute la coordination, toute la technique. Le journal tout à l'heure avec Ruth Beni Ouattara.